On est très heureux chez Africalance d'accueillir Fousseni Dembélé, qui est le CEO et fondateur d'Iwati, qui est promoteur de l'IA Made in Africa, qui va nous parler de son parcours, de la vision du Made in Africa, justement, aussi des solutions qu'il a pu développer, eCare, eFace. On va parler de souveraineté, on va parler évidemment aussi d'Africalance, son retour. On va parler évidemment aussi des métiers du digital en Afrique et enfin d'avoir aussi ses perspectives et sa conclusion sur le développement d'Iwati d'un point de vue continental. Merci beaucoup, Fousseni, d'être là. On va commencer direct dans le vif du sujet avec cette vision que tu as qui dit Made in Africa, je crois en une Afrique qui code son avenir. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase pour toi aujourd'hui et quel a été le déclic pour lancer Iwati en 2020, s'il te plaît? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à travers vous, votre studio et à travers tout ce que vous faites avec Africa Lance. Et merci également de m'avoir donné l'occasion. Euh, Quand j'ai dit, pour moi, une Afrique qui compte son avenir, c'est une Afrique qui ne se contente pas de consommer les technologies conçues ailleurs. Elle doit être capable de comprendre, développer, adapter et maîtriser à partir de ces réalités. Donc, Iwati est né de cette conviction. Nous avons besoin de technologies qui répondent d'abord à nos problèmes réels. C'est-à-dire, l'Afrique, aujourd'hui, c'est un marché tellement immense, un marché technologique tellement immense. Mais nous ne devons pas nous placer uniquement en un marché de consommation. Donc, nous devons aussi être capables de concevoir nos propres technologies, répondant à nos propres réalités. Et nous avons nos langues, nos contraintes énergétiques, nos systèmes éducatifs, notre administration africaine, nos cultures et voilà notre santé aussi. Pour moi, le Made in Africa ne signifie pas seulement fabriquer en Afrique, il signifie surtout penser depuis l'Afrique avec les réalités africaines comme point de départ. Bien sûr, très bien. Je suis complètement d'accord avec vous. Avec votre startup, vous concevez des solutions qui sont connectées, qui transforment la santé, la sécurité, l'énergie. On pense notamment à iCare, qui a été récompensé d'ailleurs au AI Rising Star Awards. On pense aussi à eFace. Comment Ouais. assurez-vous que vos systèmes répondent aux réalités et aux défis spécifiques du continent africain et en l'occurrence au Mali? C'est justement là que je pense que notre approche doit être différente. Okay? On peut prendre une technologie développée ailleurs et essayer de la déployer telle qu'elle est en Afrique. Mais très souvent, elle ne correspondra pas parfaitement aux réalités du terrain. Donc, chez Iwati, nous essayons donc de partir du problème, toujours, pas par la technologie. IFIS, avec IFIS, nous sommes sur des problématiques très opérationnelles de contrôle d'accès et de gestion de présence. Donc, l'objectif est toujours le même. Prendre une technologie complexe et la transformer en un outil réellement utile dans notre contexte. Donc, Iker est un bon exemple. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé sur une solution qui utilise l'IA pour comprendre, d'abord pour reconnaître et comprendre les ordonnances, les prescriptions. Donc, avec notamment une approche, une dimension d'orientation des patients vers les pharmacies. Donc, ça fait gagner énormément de temps. Le temps qui dorénavant on passait à chercher les médicaments de pharmacie en pharmacie. Maintenant, avec eCare, c'est un outil IA qui permet d'orienter très rapidement et très facilement des patients vers les pharmacies. Pourquoi? Parce que dans notre environnement, l'accès à l'information et une information médicale claire, la compréhension des ordonnances ou encore l'identification d'une pharmacie la plus proche peuvent représenter des vrais obstacles. Donc, mais au-delà de la technologie elle-même, nous devons tenir compte de la réalité des entreprises et des institutions africaines, c'est-à-dire les infrastructures que nous avons à notre disposition, la connectivité évidemment, la protection des data, les contraintes
opérationnelles et surtout les exigences réglementaires en matière de la protection des données, données euh, personnelles. voilà, données personnelles, tout à fait. J'avais une question je voudrais revenir un peu sur Iker. Comment ça fonctionne? Je voudrais comprendre déjà le workflow, l'usage d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue professionnel. Si je prends par exemple la pharmacie, donc je suis allé voir mon médecin qui m'a fait une prescription. Comment intervient Iker d'un point de vue du patient et le point de vue de la pharmacie? Et donc vraiment d'un point de vue très concret, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, avec Iker, nous avons travaillé sur un besoin très concret autour de la lecture, de la compréhension des prescriptions et de l'accès à l'information pharmaceutique du côté patient, utilisateur. L'utilisateur, il a son smartphone, il a son ordonnance, il prend une photo depuis sa galerie photo ou bien depuis l'application Iker, il scanne l'ordonnance. Donc, l'IA lit la prescription, comprend la prescription, donc, et oriente le patient vers la pharmacie la plus proche, capable de lui donner de pharmacie, capable de lui révéler où telle ou telle pharmacie dispose de toutes les prescriptions. Parce qu'il y a aussi des assurances médicales qui sont par nos États africains, donc qui obligent certains types de prescriptions aux pharmaciens d'avoir tous les médicaments disponibles dans une seule pharmacie, une seule et unique pharmacie. Donc, ce qui peut être contraignant, c'est la perte de temps côté patient parce qu'il va se déplacer de pharmacie en pharmacie. Donc, avec ça, il n'y a plus de perte de temps. On va direct à la pharmacie la plus proche qui dispose de toutes les prescriptions. Est-ce que ça veut dire que la pharmacie, que Iwati et Iker connaît le stock de la pharmacie qui a le médicament qui correspond justement à la prescription? C'est-à-dire qu'il y a un matching qui est fait entre les médicaments qui sont prescrits et le stock qu'il y a dans la bonne pharmacie, qui évite d'aller faire plusieurs pharmacies, d'aller à la bonne pharmacie parce qu'il y a le médicament qui est là. Exactement, de façon très opérationnelle et très concrète. Donc, il y a une approche d'interconnexion de l'outil avec des pharmacies partenaires, donne accès à l'outil, d'avoir une connaissance en temps réel du nombre de stocks, de l'état de stock, bien sûr, de chaque pharmacie. En fonction de ça, voilà, avec un IA qui lit, qui comprend les prescriptions, et donc les liens est vite créé pour lui donner accès à la pharmacie la plus proche du coup. Donc, de façon, au côté des professionnels aussi, ça augmente leur visibilité et ça augmente de surcroît, ça fait de sorte qu'ils puissent avoir beaucoup plus de clientèle et qu'ils aient de bonnes notes et aussi de bonnes références sur l'outil. Et le business model derrière, c'est un business model plutôt B2B, c'est-à-dire ça va plutôt être les pharmacies qui sont vos clients à Iwati. Comment ça se passe derrière d'un point de vue business? Oui, il y a du B2B, il y a du B2C également côté patient. Donc, avec le patient, on a un quota freemium qui est là. Donc, à partir d'un certain instant, voilà, le freemium va expirer, il va être en B2C. Donc, le B2B concerne les professionnels. Ok, très bien. Donc tout ça, toutes ces données-là qui sont comme tu disais tout à l'heure, sont des données quand même sensibles. euh, Elles sont stockées où ces données? Est-ce qu'elles sont stockées sur des data centers qui sont au Mali ou elles sont stockées sur des data centers qui sont à l'étranger et donc potentiellement accessibles par des gouvernements ou par des instances privées alors que c'est de la donnée très sensible normalement. Et comment ça se passe en termes d'hébergement, même si c'est un peu plus large que c'est pas que la partie data center, mais comment se passe justement la souveraineté en termes de data sensible comme celle de Iker, par exemple? Pour moi, la souveraineté numérique commence par la capacité à savoir où sont nos données, qui les contrôle et dans quelles conditions elles sont bien évidemment utilisées. Donc, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est beaucoup plus large. Il faut savoir selon quelles règles elles sont traitées, les data, et quelle valeur économique nous en tirons. D'accord? Bien sûr. Si les données africaines sont massivement produites en Afrique, mais hébergées, analysées et valorisées ailleurs, nous restons encore dépendants.
Donc, il faut bien donc sûr. travailler sur plusieurs niveaux. Les data centers, l'énergie, la connectivité, la sécurité, dans ce cas-ci, la cybersécurité, les compétences et les réglementations. Donc, il faut particulièrement être vigilant pour les données sensibles, notamment dans la santé, avec le CAICR, l'administration ou les secteurs stratégiques. Donc, la souveraineté numérique n'est donc pas seulement une solution technologique, c'est une question économique qui est là, stratégique et même politique. Donc, Bien sûr. toutes les solutions que nous développons chez Iwati, par exemple avec IFIS, qui est là pour, c'est un système de reconnaissance faciale pour aider les entreprises à venir à bout des problématiques de gestion de présence et de contrôle d'accès. Là, notre offre comprend également des serveurs, des mini data centers, des serveurs locaux qui seront installés chez les clients. Comme ça, on met la technologie à leur service, la technologie qui répond parfaitement adaptée à leurs besoins et on est là à les suivre, mais les données restent dans leurs locaux. Donc, la technologie utilise cela pour les données de Iker. Bien évidemment, nous avons nos propres serveurs, les data centers, et nous travaillons avec les services, les autorités de compétences de protection des données à caractère personnel. Donc, pour nous accompagner, nous cadrer dans le processus de développement afin de respecter toutes les réglementations en vigueur dans la mesure de protection des données à caractère personnel. OK, très bien et tu disais que le sujet est beaucoup plus global, il va beaucoup plus loin que la partie data center et tu as parlé de l'énergie justement. On sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et l'hébergement de données sont extrêmement énergivores. Dans ce contexte-là, hem, est-ce que l'accès à une électricité stable et suffisante, reste un défi quand même majeur dans plusieurs pays, notamment dans nos pays? On a une énergie naturelle qui est le solaire, qui est le soleil aujourd'hui, par exemple. Comment Donc, comme vous l'avez souligné, plusieurs pays africains connaissent encore des difficultés d'accès à une électricité stable et surtout suffisante. Mais je pense que cela doit justement nous pousser à développer des architectures adaptées. Par exemple, toutes les applications n'ont pas besoin d'envoyer leurs data vers un énorme data center situé à des milliers de kilomètres. L'Edge AI permet dans certains cas de rapprocher les calculs du terrain. Tu vois? Donc, on peut également travailler sur des modèles pour optimiser les infrastructures et exploiter davantage les énergies renouvelables telles que le solaire qui est vraiment très exploitable en Afrique. Donc, je ne pense pas que la réponse soit l'Afrique doit attendre d'avoir les mêmes infrastructures que la Silicon Valley. Je pense plutôt que nous devons construire nos infrastructures et nos architectures pour nos contraintes. bien sûr. On a parlé de souveraineté, en termes d'IA, on a parlé de souveraineté en termes de données. Il y a aussi une souveraineté importante, c'est sur les modèles, les LLM en eux-mêmes. On sait que ces modèles sont souvent entraînés avec un biais, occidental. Ils sont pas forcément adaptés à nos cultures, locales. Faut-il, selon toi, des modèles, purement africains pour éviter une colonisation technologique? Je vais être très prudent avec l'idée de vouloir absolument construire un modèle africain simplement pour avoir un modèle africain. Ce qui est important ici, à mon avis, c'est notre capacité à maîtriser les briques stratégiques. C'est-à-dire, un modèle peut être très puissant technologiquement, hein, mais va être incapable de comprendre correctement certaines langues africaines, telles que le Minyanka, le Bambara, le Peul, et aussi certaines réalités culturelles ou certains contextes administratifs et sociaux africains. C'est-à-dire, si nos langues et nos données sont absentes d'un modèle, nous risquons effectivement de reproduire des biais. Donc oui, l'Afrique doit investir dans les données locales, les corpus linguistiques, les chercheurs évidemment, les ingénieurs et éventuellement dans ses propres modèles ou modèles spéciaux. Donc nous avons besoin de modèles qui comprennent réellement nos contextes, nos langues et nos cultures.
Pour moi, bien sûr. l'objectif n'est pas de construire une IA isolée du reste du monde. L'objectif, c'est d'être capable de participer à la construction d'une IA mondiale. Mais quand tu dis une IA mondiale, aujourd'hui, les modèles qui font référence, qu'il s'agisse de Claude, de Gemini, de ChatGPT, de DeepSeek, enfin tous ces modèles-là, sont des modèles, encore une fois, qui sont pas ouverts. On n'est pas sur l'open source. C'est des modèles qui sont quand même très fermés aujourd'hui. Donc, mais comment on fait, nous, pour justement euh, tu dis, faut pas avoir un modèle qui soit forcément africain, mais qui soit ouvert. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que, alors je prends le contre-pied, est-ce qu'il faudrait pas que nous aussi, on ait un modèle qui soit basé sur nos langues, sur notre culture, justement, et qui soit quelque part un peu fermé? J'ouvre le débat, hein. Oui, oui. Oui, effectivement, nous avons besoin des modèles qui comprennent réellement nos contextes, nos langues et nos cultures. Mais la vraie question est, qui contrôle les données? Les modèles, les langues et les usages. Vous voyez un peu? Donc, si nos langues et nos données ne sont pas intégrées dans les modèles, ce que nous allons risquer, c'est de suivre le même modèle, le même schéma que des technologies qui ont été développées auparavant et que nous consommons ou nous avons consommé sans qu'elles soient adaptées à nos besoins. Donc, ce que nous devons faire en Afrique, c'est d'investir dans les data centers locaux, voilà, d'investir dans les langues, dans nos langues, c'est-à-dire collecter, rassembler, du moins construire des datasets en langue africaine. Bien sûr. Donc, nous avons des chercheurs très brillants qui sont en Afrique et qui s'attellent à cette tâche avec le développement des modèles Bambara, des peuples qui sont pas très aboutis, mais on a déjà lancé le pas qui sont ce chemin. Donc, les ingénieurs vont et avec les chercheurs faire en sorte que ces modèles soient des modèles vraiment spécialisés pour l'Afrique. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est dans ce sens, c'est seulement dans ça que nous allons, que moi, j'ai dit, participer à la construction de l'IA mondiale. C'est dans ce sens-là, en fait. Si nous arrivons à concevoir nos propres modèles avec nos propres langues, nos propres réalités, notre réalité culturelle, contexte socio, économique et administratif, donc, nous avons participé à la construction de l'IA mondiale. Donc, et si un modèle parle très facilement français ou anglais et que nous avons nos modèles qui parlent nos propres langues, il est facile d'interagir et d'intégrer le français et l'anglais aussi. Donc, ça va être une IA mondiale qui est complète, qui comprend toutes les langues. Or, l'Afrique, c'est, on va dire, le continent où on a le plus besoin en termes de population et en termes de ressources, non seulement culturelles, mais des ressources minières aussi qui sont là, qui font de l'Afrique le continent vraiment d'avenir. Bien sûr, bien sûr. J'ai une question sur l'écosystème digital tech au Mali. Tu as un digne représentant de cet écosystème. Comment est construit, comment se fédère, quelles sont peut-être les aides qui peuvent être aussi apportées pour que l'écosystème tech malien se développe de manière saine et constructive. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de de cette tech malienne? Ok. L'écosystème malien, il est là, surtout l'écosystème entrepreneurial. Bon, la tech, on va dire qu'il faut évidemment qu'on renforce les compétences techniques au niveau de la tech. Et je pense que les hard skills sont au niveau de nos jeunes. Les jeunes sont formés à travers des centres de formation. Il y a des centres de formation qui sont là, dont moi-même j'ai eu le plaisir de participer en tant que formateur auprès des jeunes. Le centre qui est mis à la disposition par Orange Digital Center, qui consiste à développer des techniciens, des
d'excellents techniciens dans la tech et les accompagner dans le milieu entrepreneurial tech aussi. Donc voilà, il y a ce qui est, je dirais que l'écosystème tech malien est en pleine évolution. Donc presque on a des semaines, des séminaires numériques, des demo days qui sont organisés par des organisations et où ils invitent les investisseurs locaux, le public et les inventaires aussi à venir réseauter, à venir découvrir les capacités des Maliens tech à concevoir et à développer. Donc, voilà, les compétences techniques, la programmation, la data, l'IA, cybersécurité, cloud, le design, l'automatisation, etc. Voilà, mais ensuite, les soft skills sont tout aussi importantes pour aider aussi à mettre en place des startups, des références, des entreprises tech de référence qui peuvent faire bouger les lignes en Afrique technologique. Nous, on a lancé une plateforme qui s'appelle Africa Lance. Tu parlais à l'instant de la formation des jeunes sur le digital. Nous, notre mission, c'est de révéler le potentiel des talents africains. Donc, avec Africa Lance, c'est une plateforme qui met en relation des talents du digital en Afrique avec des clients qui sont à la recherche justement de ce type de talents, qu'il s'agisse de développeurs, de designers, d'ingénieurs IA, enfin tout type de métier dans le digital. Euh, est-ce que tu peux me donner un peu, toi, ton feedback sur cette initiative? Est-ce que tu penses qu'elle est pertinente aujourd'hui par rapport au contexte africain, justement, par rapport à l'IA aussi, hein, qui est là? Voilà. Quel est ton retour en tant qu'entrepreneur sur cette plateforme? Justement, ce qui m'intéresse particulièrement dans Africa Lance, c'est cette idée de visibilité. Donc, nous parlons souvent de l'Afrique comme d'un continent qui a besoin de talents, de technologies ou d'investissements, mais nous oublions parfois de montrer que le continent possède déjà énormément de compétences. Il y a des développeurs, des designers, des ingénieurs, des spécialistes, l'État, IA, cybersécurité, marketing digital, il y en a plein. Donc la question pour moi, donc, comment faire en sorte que ces compétences soient visibles et puissent accéder au marché mondial. Bien sûr. Donc, selon moi, Africa Lance s'inscrit dans cette logique. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer des talents travailler pour l'étranger. Il s'agit de permettre à l'expertise africaine d'être reconnue, vraiment valorisée et rémunérée à sa juste valeur. Exactement. Donc tu penses que c'est quelque chose c'est un projet, c'est une plateforme qui a son sens aujourd'hui, qui a du sens aujourd'hui? Tout à fait, parce que la plateforme, à mon sens, répond à une conviction. L'Afrique possède énormément de talents digitaux, mais ils ne sont pas toujours suffisamment visibles à l'échelle mondiale. D'accord, d'accord. Et justement, tu parlais de beaucoup qui partent à l'étranger pour, enfin, il y en a aussi qui partent à l'étranger et donc ce qu'on appelle souvent la fuite des cerveaux. Est-ce que le freelancing et le télétravail international, ça peut permettre de garder nos talents sur le continent, justement, et de faire qu'on évite cette fuite des cerveaux qu'on voit souvent, hein, dans nos pays, parce que les gens se disent que s'ils arrivent en Europe, s'ils vont aux États-Unis, ils vont mieux gagner leur vie, et du coup, quelque part, on perd sur le continent ben, de la, des talents, de la connaissance, des gens qui sont capables d'amener de la croissance, justement, pour le continent. Effectivement, pendant longtemps, la réussite des jeunes Africains en Afrique, très qualifiés, a souvent été associée au départ vers l'Europe, vers l'Amérique ou ailleurs. Aujourd'hui, le numérique peut changer cette dynamique. Donc, un développeur à Bamako peut travailler pour une entreprise à Paris, à Londres ou New York, sans nécessairement quitter Bamako. Donc, cela Bien transforme sûr. complètement la notion de fuite des cerveaux. Donc, dans ce sens, on peut passer du brain drain au brain circulation. Et cela Bien peut sûr. avoir un effet extrêmement positif.
Les talents gagnent de l'expérience internationale, génèrent des revenus locaux, et développent leurs compétences et peuvent ensuite transmettre localement. Donc, le véritable Exactement. objectif est de permettre aux Africains d'avoir accès au monde sans être obligés de quitter l'Afrique pour y participer, quoi. Bien sûr. Et une question aussi, parce que sur les, on parle de clients à l'étranger, en Europe, en Amérique, en Asie, mais on oublie qu'il y a aussi, enfin, on sait aussi qu'il y a des clients en Afrique. C'est-à-dire, il y a des sociétés qui ont des besoins. Par exemple, Iwati a des besoins, d'autres sociétés qui sont des startups ont aussi des besoins de développeurs. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise africains ont aussi la volonté d'aller chercher justement les talents locaux? Tout à fait, tout à fait. L'exemple, c'est le bon exemple, on dirait, c'est Iwati. Donc, nous sommes que des talents locaux ici au Mali et nous arrivons à digitaliser et à répondre aux besoins des chefs d'entreprise, des décideurs qui nous font appel ou d'ailleurs nous venons. Il faut pas parler seulement pour pas montrer que la solution elle est là et elle est adaptée à nos besoins. Et ça passe par avoir quelque chose de concret, un outil à présenter, pas seulement faire du beau discours, Bien parce sûr, que ça ne marche plus. Voilà, il faut prouver que voilà, le numérique et aussi le freelancing peuvent justement mettre une circulation des compétences ici en local et aussi dans le domaine du freelancing, ils travaillent avec le monde entier tout en restant physiquement, s'ils le souhaitent, et économiquement connectés au continent. bien sûr, complètement. Et selon toi, les compétences, qu'il s'agisse de hard skills ou de soft skills, quelles sont les compétences qui manquent le plus aujourd'hui aux jeunes talents africains pour être vraiment très compétitifs sur le marché mondial du digital? D'abord, hard skill, d'abord ses compétences techniques. Il faut beaucoup plus renforcer l'IA, la cybersécurité, les designs et l'automatisation surtout. Mais ensuite, soft skills sont tout aussi importantes. Donc, savoir communiquer, comprendre un besoin, ça aussi. Et aussi, savoir travailler en équipe nationale, équipe locale ou équipe internationale, il faut quand même savoir travailler en équipe, documenter un travail, respecter surtout les deadlines, donc capable de présenter une solution et aussi avoir la compréhension de l'anglais, ne serait-ce que l'anglais professionnel. Et Bien sûr, surtout, savoir résoudre un problème plutôt que simplement exécuter une tâche, quoi. Parce que demain, avec l'IA, certaines tâches techniques seront de plus en plus automatisées. Et d'ailleurs, maintenant, on voit de plus en plus que les tâches sont automatisées. Donc, la valeur humaine sera donc davantage dans la capacité à comprendre, décider, créer et résoudre par soi-même. bien sûr, bien sûr. Et justement, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, l'impact de l'IA sur l'emploi, parce qu'on dit souvent que l'IA va détruire des emplois. Ça s'est déjà vu sur le continent européen, en Amérique, où des grosses sociétés qui ont mis en place l'IA ont décidé de licencier beaucoup de leurs salariés. Mais donc, comment tu vois la démocratisation, quels sont les métiers aujourd'hui digital euh, qui vont exploser dans les 5 prochaines années grâce à cette technologie-là et de créer peut-être justement de nouveaux métiers plutôt que d'en détruire. Je ne crois pas qu'on puisse simplement dire l'IA va détruire les emplois ou à l'inverse d'ailleurs l'IA va créer énormément d'emplois. Pour moi, elle va surtout transformer profondément le travail parce que certaines tâches vont bien évidemment disparaître, mais d'autres vont être augmentées par l'IA et de nouveaux métiers vont apparaître. Pour l'Afrique spécifiquement, moi je vois notamment beaucoup de potentiel autour de l'intégration de l'IA dans les entreprises de la cybersécurité, de la data et donc de l'IA appliquée au secteur.
comme les services publics, santé, l'agriculture et l'éducation. Mais il y aura surtout besoin des personnes capables de faire les liens, des liens entre la technologie et les problèmes réels. C'est pour cela que je préfère parler d'acculturation à l'IA, hein, plutôt que simplement de formation à l'IA, parce que les personnes qui maîtrisent l'IA remplacent celles qui ne la maîtrisent pas. Ok. Donc c'est quand même c'est un discours très pragmatique et on parle de transformation et pas forcément de destruction ou de création. Ok, j'entends. Je suis tout à fait d'accord. Alors, une question plus sur les perspectives et au niveau d'Iwati, si on revient à Iwati. Iwati Oui. est présente aujourd'hui au Mali, en Côte d'Ivoire et au Nigeria aussi, je crois. Est-ce que c'est le cas? Oui. Quels sont les projets qui sont dans le bac à sable et quelles sont les perspectives d'aller peut-être d'un point de vue continental vers d'autres pays? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement c'est quoi le développement d'Iwati à venir? Notre priorité à Iguati, c'est de construire des solutions solides, hein, puis de les adapter aux réalités de chaque marché. Il faut aussi savoir que construire une entreprise technologique panafricaine est extrêmement différent de construire une entreprise dans un seul marché. Donc, chaque pays possède ses propres réalités réglementaires, économiques, culturelles et technologiques. Ouais, donc nous devions donc trouver un équilibre entre une base technologique commune et une adaptation locale. Bien sûr. Et surtout, nous devons avancer avec des partenaires locaux qui connaissent réellement les environnements dans lesquels nous voulons nous développer. Nous, moi par exemple, je connais très bien l'environnement du Mali, beaucoup plus précisément. Donc, en Côte d'Ivoire, je peux avoir quelques connaissances de base, mais les connaissances profondes de l'environnement de Côte d'Ivoire, du Nigeria ou du Sénégal m'échappent complètement. Donc, d'où la nécessité d'avoir des partenaires locaux qui connaissent réellement les environnements dans lesquels nous voulons nous développer. Donc, et nous voulons conserver une identité et une vision panafricaine, tout en travaillant avec ces partenaires qui comprennent réellement les marchés locaux. Donc, la résilience était essentielle et demeure toujours essentielle. Donc, Bien sûr. notre entreprise africaine doit continuer encore à apprendre à gérer l'incertitude, à rester encore proche de ses clients et à ne pas dépendre d'un seul marché ou d'un seul modèle. Donc, notre ambition n'est pas d'être présent partout pour dire que nous sommes partout. C'est construire quelque chose de suffisamment solide pour pouvoir grandir durablement. Voilà, vous voyez. Et bien sûr. Il y a une question qui me vient sur l'investissement, c'est-à-dire les financements justement de cette croissance. Est-ce que au Mali ou en Afrique en général, quelle est ta vision sur tout ce qui est capital risque, VC, fonds d'investissement, toutes ces entités qui sont là pour justement aider les entreprises, les startups comme les entreprises un peu plus grandes à accélérer leur croissance. Comment ça se passe? Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie aide de ces fonds d'investissement sur le continent africain ou ça manque encore quand on regarde, on compare avec les États-Unis ou l'Europe où là, c'est pas du tout les mêmes montants. On parle pas du tout des mêmes montants. Donc, comment ça se passe comme, notamment au Mali et peut-être à vision panafricaine? Tout d'abord, je vais commencer par dire qu'il y a énormément de problèmes africains qui attendent des solutions. Donc, l'écosystème étant là, l'écosystème entrepreneuriat, de façon générale, l'écosystème tech. Donc, plus précisément, il y a les fonds d'investissement qui sont là. Au niveau du continent africain, je vais parler dans sa globalité. Des startups chaque jour font des levées de fonds là.
spécifiquement dans le cadre du Mali actuellement, au jour d'aujourd'hui. Donc, la question liée à la sécurité freine un peu les investissements côté entrepreneuriat venant des FICI. Mais, cela nous empêche que nous avons appris à trouver des solutions en se basant sur le terrain. Donc, chaque difficulté problématique que nous rencontrons, donc nous sommes assez résilients pour trouver une solution et pouvoir adapter notre fonctionnement de l'entreprise à ces conditions, à ces réalités du terrain. Sinon, il y a des accompagnements qui sont là, qui existent, avec des fonds internationaux qui sont là, mais le contexte sécuritaire fait que on est au niveau du Mali un peu laissé de côté durant ces dernières années, mais plutôt dans d'autres pays africains. On constate qu'il y a énormément d'évolution dans ce sens. Savoir rebondir et savoir faire face à des difficultés pour maintenir toujours le cap malgré la situation, quelle qu'en soit la situation. Et d'où l'importance pour nous aussi de pouvoir aussi avoir des solutions depuis la base, des solutions solides, exploitables et exportables surtout sur dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, pourra expérimenter et construire quelque chose de solide et surtout répondre aux besoins de ces populations également de façon globale. Donc voilà en quelques mots la situation dans ce sens au niveau de les vici, la question des vici au Mali, la question des vici en Afrique. On a ces vici existent mais de façon proportionnée. En tenant compte des critères d'investissement, les premiers critères qui est vraiment très important selon eux, c'est le côté stabilité de la région. Côté sécurité, le Bien Mali sûr. en bénéficie de façon très peu, mais n'empêche que voilà, ils sont là, ils existent, ils aident, mais de façon proportionnée, c'est et très limité ces dernières années pour le côté du Mali. Est-ce qu'il y a des aides au niveau de l'État, au niveau peut-être du bailleur de fonds, que je pense à la Banque mondiale par exemple? Est-ce qu'il y a voilà, des institutions internationales qui peuvent aider aussi? Oui, il y a des programmes en vigueur pour aider les startups du côté du gouvernement avec le ministère de tutelle, les ministères de tutelle, disons, qui apportent beaucoup, énormément de soutien et qui sont à l'écoute des problèmes des entrepreneurs en général. Donc, qui contribue à construire l'écosystème avec les jeunes, avec les développeurs, avec les agriculteurs, avec toutes sortes d'entrepreneurs, quel que soit son domaine d'évolution. Donc l'État, et à travers ses démembrements, cherche avec nous à résoudre des problèmes, rebondir de plus fort avec des moyens qui sont à leur disposition. Ok, ok. On arrive bientôt au terme de cet entretien et le conseil de la fin. Euh, si tu devais t'adresser directement à un jeune qui nous écoute et qui rêve de co-construire une Afrique innovante, ambitieuse et inclusive, quel serait ton conseil numéro un? Et déjà ça, c'est cette première question. Comment on peut t'accompagner dans tes différents projets? Donc déjà, ton conseil numéro un. D'accord. C'est numéro un, c'est de dire aux jeunes, je dirais à cette personne plutôt, de commencer par observer. Notre continent dispose énormément de problèmes, je dirais. Derrière chacun de ces problèmes, il peut y avoir une opportunité de créer quelque chose vraiment d'utile. Je lui dirais de ne pas commencer par quelle start-up dois-je créer, mais plutôt quel problème est-ce que je comprends suffisamment bien pour essayer de résoudre. Donc voilà, il va apprendre Bien à sûr.
Il doit apprendre Je à trouve que c'est une bonne expérimenter. approche. Voilà, accepter ses erreurs surtout et de pouvoir, et il doit être capable de recommencer. Donc, et surtout, il faut arrêter de penser que tout ce qui est innovant doit nécessairement venir d'ailleurs, quoi. Donc, nous pouvons construire ici, nous pouvons apprendre du monde entier, oui, collaborer avec lui, oui, utiliser les meilleures technologies disponibles, mais aussi apporter notre propre vision. Bien sûr. Et si je devais résumer mon conseil en une phrase, maintenant, n'attendez pas que quelqu'un vienne construire l'Afrique que vous voulez voir. Commencez à la construire vous-même. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Et, la dernière question, c'est comment aujourd'hui Africa Lance peut accompagner aussi justement cet écosystème malien, Iwati, dans les différents projets justement qui sont là pour construire cette Afrique technologique. Oui, justement, Africa Lens euh, doit, peut et vraiment faire une différence, faire une différence parce que euh, euh, tous les entrepreneurs, à mon sens, spécialement du côté du Mali, veulent être connectés aux opportunités nationales ou internationales. Donc, la plateforme Africa Lance a donc comme objectif, à mon sens, de contribuer à cela et de montrer une autre image de l'Afrique. Qui est celle d'un continent qui produit des compétences et de la valeur. Donc l'Africa Lance peut suffisamment contribuer à connecter les talents aux opportunités nationales et internationales, donc des talents digitaux, donc qui ne sont pas toujours suffisamment visibles à l'échelle mondiale. Africa Lance qui s'inscrit dans cette logique peut Super, travailler avec talents africains et mettre ces talents africains au service des autres entreprises africaines qui sont dans les besoins ou au service de l'étranger. c'est ça. Aider à permettre à l'expertise africaine d'être reconnue, valorisée et puis que l'expertise africaine soit rémunérée à sa juste valeur et bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Fousseni, pour vraiment tous ces conseils, cet avis que tu as sur justement tous les sujets technologiques, tous les sujets digitaux qu'il peut y avoir sur le continent africain. Merci beaucoup d'avoir partagé aussi ton expérience d'entrepreneur et de fondateur de Iwati. Et je pense que c'est quelque chose qui sera très utile à d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise, mais aussi des jeunes qui veulent se lancer justement dans un projet pour le continent africain. Je remercie tous les gens qui peuvent aussi bien évidemment voir cet entretien et je dis à très bientôt.